La récolte se fait au son du mungongo, cet arc en bouche de la tradition Bwiti. Un rituel obligatoire pour arracher les racines d'iboga. Teddy fait partie des initiés, les seuls autorisés à récolter cette plante sacrée. Avant de prendre ces racines et ces écorces, il faut faire des rituels. Parce que sans ça, la plante ne va pas trop avoir la puissance qu'il faut. Parce que pour la prendre, il faut la prier. Tu lui demandes, est-ce que quand je te prends là, tu vas m'amener dans une bonne route et tout et tout. Les racines sont ensuite pilées et consommées lors de cérémonies spirituelles, car l'iboga a des effets psychotropes, mais pas que, selon des études universitaires. L'un des principes actifs de la plante, l'ibogaïne, est un psychédélique pouvant soigner les personnes souffrant de traumatisme ou d'addiction. Ces usages suscitent évidemment l'intérêt de l'industrie pharmaceutique. Dans son petit laboratoire près de Libreville, Yohan Boussou fait partie de ceux qui veulent développer ce marché. L'ibogaïne, qui est utilisé notamment dans les cures pour traiter les addictions aux opiacés. Donc opiacés, c'est tout ce qui va être cocaïne, héroïne, pour traiter les syndromes post-traumatiques chez les gens qui ont fait la guerre, parce qu'il y a des pays où le problème de la guerre est quelque chose. Les gélules qu'ils fabriquent ne sont commercialisées que dans le pays. Au Gabon, les exportations d'iboga sont rares et encadrées. Alors certains font parfois des milliers de kilomètres pour venir jusqu'ici. Stephen arrive du Royaume-Uni. Je suis venu ici parce que je voulais savoir s'il était possible d'aider ma fille qui a des problèmes mentaux. Je cherche depuis longtemps comment l'aider. J'ai essayé beaucoup de choses. C'est ma dernière tentative pour trouver quelque chose pour l'aider. Aux États-Unis ou en France, l'iboga est considéré comme un stupéfiant et son usage interdit. Dans d'autres pays, comme au Mexique, au Portugal ou encore en Afrique du Sud, des centres de traitement à l'ibogaïne se développent depuis plusieurs années. Qu'est-ce qui brûle à Port-Soudan? Difficile de le dire avec certitude, les informations comme les sources sont diverses. Parmi les sites frappés par des drones ce mardi, il y aurait la principale base militaire du centre-ville, mais aussi l'aéroport, un dépôt de carburant près du port, ainsi qu'une station électrique. Une certitude, toute la journée des colonnes de fumée noire ont dominé le ciel. L'armée attribue ses attaques aux milices FSR. C'est le 3e jour d'affilée qu'elle frappe la ville. Nous ne serons pas écrasés, même si des pays étrangers soutiennent ces milices rebelles et tentent d'attenter au prestige du Soudan. Le Soudan ne sera pas écrasé, quoi qu'il arrive et qu'il nous en coûte. Vous ne casserez pas notre volonté. Les FSR ont perdu plusieurs positions ces derniers mois et dorénavant utilisent des moyens aériens pour frapper à distance. Port-Soudan est à 650 km de leurs bases les plus proches. Pour le gouvernement soudanais, ces armes avancées ne peuvent venir que du soutien des Émirats arabes unis et il en a tiré les conséquences. À la suite de cette agression, le Conseil de sécurité et de défense a décidé, premièrement, nous déclarons que les Émirats arabes unis sont un État hostile. Deuxièmement, nous rompons les relations diplomatiques avec celui-ci. Troisièmement, nous retirons et fermons notre ambassade et notre consulat général. Jusqu'à présent, les Émirats arabes unis ont démenti tout soutien. Cette rupture intervient au lendemain du rejet par la Cour internationale de justice d'une plainte soudanaise contre les Émirats. La Cour s'est déclarée incompétente. Dans l'est du pays, Port-Soudan est un centre pour l'aide humanitaire et abrite des centaines de milliers de déplacés. Depuis le début de la guerre, en avril 2023, c'est la première fois que la ville est touchée par les combats. C'est dans ces laboratoires de l'université de Wits qu'ont été conçus ces derniers mois plusieurs vaccins à ARN messager test contre le VIH. Une recherche entièrement financée par les États-Unis et qui a donc dû être interrompue du jour au lendemain. Lorsque le financement a été coupé, nous étions en train de préparer la production de davantage de vaccins. On a dû tout arrêter, tout ce que nous étions en train de faire. Nous avons dû jeter ce qui ne pouvait pas être conservé et le reste, le mettre au congélateur, sans pouvoir rien en faire. Un coup d'arrêt à un programme d'une ambition inédite, le consortium Brilliant rassemblait des chercheurs de 8 pays africains.
Un budget de 45 millions de dollars pour, et c'est une première, élaborer des vaccins de A à Z sur le continent. Very ambitious. C'était un programme très ambitieux. Tout d'abord, il s'agissait des premiers et uniques essais entièrement menés par des chercheurs africains. L'idée était vraiment de créer des vaccins développés en Afrique par des Africains, renforcer les capacités des chercheurs africains à mener des essais cliniques sur le continent, car souvent ce n'est pas le cas et seule une petite partie des essais est réalisée en Afrique. Une composante essentielle du programme qui aurait permis de concevoir des vaccins mieux adaptés aux spécificités des populations africaines les plus touchées par le VIH. Plusieurs types de vaccins étaient étudiés. 2 s'apprêtaient à entrer en phase d'essai clinique. Aucun organisme de financement unique n'est capable de couvrir tout cela. Donc tout le monde cherche maintenant des financements ici et là. Mais il est certain que ça ne sera pas suffisant pour combler ce trou. Nous ne voyons pas comment il sera possible de poursuivre le programme. L'Université de Wits a pu reprendre sa recherche pour 6 mois grâce à une bourse de la fondation Elma. D'autres fondations ont aussi apporté des financements à travers le continent, insuffisants cependant pour remplacer le soutien des États-Unis. Au Sénégal, les catholiques représentent un peu moins de 5% de la population. Mais la communauté est très active dans le pays, que ce soit dans l'éducation, dans la politique ou encore dans les médias. Ici comme ailleurs, le choix du nouveau pape a surpris. Pour dire vrai, je ne connaissais absolument rien de lui. Il est sorti de nulle part, comme le pape François. Personne ici attendait. L'essentiel que l'Église ait un dirigeant, un pasteur qui nous permet de vivre notre foi. Que ce soit africain, asiatique, européen ou américain. C'est, comme dit le Saint Paul, il n'y a ni juif, ni grec, ni païen. Nous sommes tous unis au Christ. Le Sénégal est souvent cité comme un modèle d'entente entre les catholiques et les musulmans. Les fidèles sénégalais espèrent donc que le nouveau pape Léon XIV poursuivra ce dialogue interreligieux, ainsi que l'engagement social de son prédécesseur, le pape François, mais cela tout en respectant scrupuleusement les valeurs traditionnelles de l'Église. Nous sommes dans un monde avec beaucoup de troubles, avec beaucoup de difficultés, surtout en matière d'emploi, tout ce qui est nourriture. La faim dans le monde entier, j'allais dire la pauvreté. Je pense qu'il pourra apporter vraiment un soutien. L'Église n'est pas un iPhone qu'on paramètre. Non, ce n'est pas un iPhone. L'Église, c'est sur une base bien déterminée. La question de l'ordination des femmes, par exemple? Non. Non. Beaucoup ici espèrent aussi une visite du nouveau pape. Le dernier pape et le seul à avoir foulé le sol sénégalais était Jean-Paul II en 1992. Des centaines de fidèles, tous venus rendre un dernier hommage au pape François. Un deuil qui s'accompagne d'une question primordiale, qui pour remplacer le souverain pontife? Ici, un candidat semble retenir l'attention, le cardinal ghanéen Peter Turkson. Un profil renommé au Vatican, selon le président de la conférence des évêques catholiques du Ghana. Il a des qualités similaires à celles du pape. Je pense que c'est un meneur né. Il ne peut pas le cacher. Et je pense que tout le monde le voit. Qu'il soit fait chef n'importe où, les gens le reconnaîtront comme tel. Cela tout simplement parce qu'il en a les attributs naturels. À 76 ans, Peter Turkson s'est illustré à la tête de nombreux dicastères. Créé cardinal par Jean-Paul II en 2003, l'homme d'église a notamment œuvré comme président du Conseil pontifical de la justice et de la paix. Plus tard, c'est lui que le pape François envoie dans un Soudan du Sud en proie à la guerre civile pour apporter sa médiation. C'est également le cardinal ghanéen qui, par 5 fois, est allé porter la voix de l'Église à Davos lors du Forum économique mondial. Une figure à cheval entre la sphère religieuse et géopolitique, c'est également le souvenir qu'en garde Michael Kweko. Pour ce prêtre, originaire de la ville de Cape Coast, là même où le cardinal officiait comme archevêque, Peter Turkson a été un mentor.
Il a été nommé comme le tout premier président du Conseil national de la paix par le président Kufuor. Cela montre bien ce qu'il représentait aux yeux du président et des Ghanéens à l'époque. Au vu certes de ses qualités personnelles, mais également vis-à-vis de ce qu'il pouvait faire en tant qu'homme d'église et en tant que citoyen. Proche de François, dans ses combats pour l'écologie ou le droit des migrants, Peter Turkson affiche des positions bien plus conservatrices lorsqu'il s'agit d'homosexualité. Un point de vue qui, selon ses proches, lui permettra de faire entendre sa voix à l'ensemble du conclave. C'est par cette bande, large d'à peine 300 mètres, que transite en temps normal pas moins de 12% du commerce mondial. Le canal de Suez, une artère hautement stratégique reliant l'Europe à l'Asie et une source de revenus vitale pour l'Égypte. À chaque passage, les navires commerciaux versent une taxe aux autorités égyptiennes. Mais pour le président des États-Unis, les bateaux américains ne devraient plus payer. Les navires américains, tant militaires que commerciaux, devraient être autorisés à emprunter les canaux de Panama et de Suez. Ces canaux n'existeraient pas sans les États-Unis d'Amérique. La déclaration inquiète l'Égypte. Avec la Chine, les États-Unis sont les principaux utilisateurs du canal. Or, ces 2 dernières années, le transit sur cet axe a été divisé par 2. En cause, les attaques menées depuis novembre 2023 par les Houthis du Yémen. En représailles à la guerre à Gaza, les rebelles alliés de l'Iran s'en prennent aux navires qu'ils estiment liés à Israël. Résultat, beaucoup de grandes compagnies maritimes ont préféré contourner le canal de Suez en empruntant le cap de Bonne-Espérance, plus au sud. La plus grande crise à laquelle est confronté le canal de Suez est la crise en mer Rouge et dans le détroit de Bab el-Mandeb. Les recettes en dollars ont chuté de 61%. En 2023, le bénéfice était de 10,2 milliards de dollars, tandis qu'en 2024, il était de 3,9 milliards de dollars. Ces recettes constituent une source de devises étrangères essentielle pour le pays, confronté à la pire crise économique de son histoire. C'est devant une foule immense que le président russe lance le début des commémorations. Je vous félicite à l'occasion de la grande victoire. Hourra! Quelques 11 000 soldats, dont 1500 militaires ayant participé au front en Ukraine, ont défilé ce vendredi sur la place rouge à Moscou. Une démonstration de force terrestre, technologique, aérienne, mais surtout diplomatique. Une vingtaine de dirigeants étrangers, triés sur le volet, étaient présents. C'est le cas du Chinois Xi Jinping, le Brésilien Lula ou encore le président burkinabé Ibrahim Traoré, arrivé tout sourire face à son homologue russe, avec qui il entretient de très bonnes relations. Le président congolais Denis Sassou Nguesso est lui arrivé l'avant-veille et s'est entretenu avec son homologue russe. Vladimir Poutine a rappelé le rôle significatif de Brazzaville dans la guerre de 1945, une reconnaissance bien accueillie par le président congolais. Ces pays de l'Afrique centrale ont participé à l'effort de guerre contre les nazis. Cette évocation est la bienvenue, Monsieur le Président. Était aussi présent le président égyptien Al-Sisi, le Bissau-guinéen Umaro Sissoko Embalo ou encore le Zimbabwéen Emmerson Mnangagwa. Le déplacement de ces chefs d'État africains à Moscou, malgré le contexte de la guerre en Ukraine, semble acter la consolidation des liens entre la Russie et certains pays du continent. Ce n'est pas la première fois que des dirigeants africains y sont, mais c'est la première fois qu'ils y sont de façon symboliquement aussi avec un tel poids. C'est-à-dire qu'avant, c'était purement protocolaire. Ça passait presque inaperçu. Or, aujourd'hui, avec ce que la Russie représente, son président, aller à Moscou, il y a une prise de risque et donc il y a un engagement en faveur de cette participation. Le président russe aura sans doute réussi son pari, faire du 9 mai une célébration non plus nationale mais internationale
et resserrer ses liens avec ses alliés et partenaires.